Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je fais de l'accompagnement d'enfants malades pour différentes ONG. Ils ont une grave pathologie. On est vraiment les parents de substitution des enfants à partir du moment où ils posent le pied sur le territoire français jusqu'au moment où ils en repartent. L'enfant, il prend sa place très vite. On se souvient avec David du premier départ au bloc du premier enfant. Émotionnellement, c'est dur, on a pleuré. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. C'est un enfant de plus à la maison, mais voilà, ça change rien à notre quotidien. Concrètement, la vie continue. On se sent utile, on n'est pas là pour rien, quoi. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. En France, plusieurs centaines de familles ont choisi de se porter volontaires pour accueillir des enfants malades venus du monde entier afin qu'ils soient soignés dans nos hôpitaux. Un acte courageux et désintéressé qui pose beaucoup de questions. Quelles conditions faut-il remplir pour devenir famille d'accueil et sauver un enfant? Comment s'adapter à un enfant d'une autre culture et accepter de n'être qu'une parenthèse dans sa vie? Nous allons y répondre avec deux familles qui ont franchi le pas et que je vous présente dans un instant avec un grand plaisir. Bonjour. Bonjour Clara. Enchanté. On se fait la bise? Bonjour. Bonjour Kadietou. Est-ce qu'on se fait la bise? Oui? Non. Bon, je vous laisse vous installer. Ok. Bonjour. Bonjour. Salut David. Bonjour Fabien. Bienvenue. Merci beaucoup. Clara, la maison est à vous. Je préparer de quoi dessiner. D'accord? Tu nous rejoins quand tu veux. D'accord? Vous venez avec moi. Merci. Servez-vous, il y a du café, du thé, du jus de fruits. Alors merci d'être là. Vous ne vous connaissiez pas avant de venir. Non. Et vous êtes deux familles qui avaient fait le choix de vivre des expériences très particulières. C'est quelque chose qui peut faire envie à beaucoup de gens. Et puis il y a beaucoup de peur finalement. C'est accueillir des enfants qui viennent en France pour se faire opérer. Donc on voit bien l'intention, l'idée de pouvoir sauver une vie. Et en même temps, il y a beaucoup d'inconnus. Comment on fait pour accueillir un enfant dont on ne parle pas la langue? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Comment on fait pour s'attacher à quelqu'un qui va repartir? Et puis comment ça se passe avec les enfants? Enfin, vous êtes là pour raconter tout ça. Dans votre cas, par exemple, vous avez aujourd'hui, à ce jour, accueilli 5 enfants, c'est ça? 5 enfants, c'est la 5e. Ouais. Donc vous allez me dire comment ça se passe au quotidien parce qu'elle ne parle pas notre langue? Elle parle pas notre langue, elle parle le bambara. On a la chance d'avoir une traductrice par téléphone quand on a besoin, mais sinon elle comprend quand même les choses basiques. Donc, Et donc pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire? c'est important pour inciter d'autres familles à faire la même chose et puis mettre en valeur tout le courage de ces petits qui, moi, à chaque fois me bluffent. C'est incroyable de se dire qu'on les déracine complètement et qu'ils viennent quand même dans un cadre médical avec une opération quand même assez lourde. Parce que c'est très particulier, hein. Kadietou se fait opérer demain. Demain, ouais. Et donc, du coup, elle est chez vous depuis un mois. C'est Et ça. vous avez déjà vécu cette expérience particulière. Vous allez au fond, vous allez vous inquiéter pour un enfant que vous ne connaissiez pas il y a un mois. C'est exactement ça. C'est particulier. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu stressant, toujours. Mais là, non, c'est bien, à la fois, parce que ça fait un mois qu'elle est là, donc elle est bien intégrée maintenant, parce que l'intégration n'est pas toujours évidente. Et je sais que sa convalescence va bien se passer, parce qu'elle est bien avec nous maintenant. Bon, et en plus, dans ce cas particulier, je crois que vous êtes la maman logistique et que finalement, c'est vous qui êtes très liée avec cette petite. Ouais, avec Kadietou, oui, on est plus sur un mode de jeu. C'est beaucoup par les regards, on se peint. Ouais. Précisément, Anne-Sylvie, on verra ce qui a été le déclic. Parce que c'est très particulier le déclic en ce qui vous concerne. Et donc, vous aussi, vous avez accueilli dans votre famille 5 enfants. Oui, 5. Et pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire? Bah, c'est important pour donner envie, parce que souvent, quand on nous questionne sur cette aventure, les gens disent « mais comment vous faites ?» quoi. C'est quoi les questions qu'on vous pose le plus? C'est
comment tu fais quand il repart et comment tu fais pour vivre le stress de l'opération et assumer le risque potentiel, parce qu'il faut être conscient de ça, lié à l'opération. Et puis dans ton quotidien, parce que on est aussi parents, je bosse, enfin bon voilà, donc... Et en fait, pour nous, je dis pour nous parce que c'est pour moi et pour la famille, parce que c'est vraiment un projet familial, c'est tellement naturel et ça s'intègre tellement dans le quotidien qu'en fait, j'ai envie de dire aux gens, mais si tu as envie, vas-y. C'est facile. Et c'est tellement facile. Et oui, il y a des petites contraintes. Oui, il y a parfois des difficultés auxquelles on fait face. Mais c'est tellement rien et tellement peanuts à côté de ce qu'on est en train de faire, sauver une vie. Ouais. Et vous, Anne-Charlotte, vous avez 17 ans aujourd'hui. Oui. Donc, la première fois qu'un enfant est arrivé dans votre vie, vous aviez quel âge? J'avais 14 ans et demi, 15 ans. C'était juste avant mon anniversaire. C'était assez particulier. Je suis allée chercher Lucas à l'aéroport avec maman. Et c'est vrai que toutes les deux, on était dans la voiture avec Lucas, on venait de le récupérer, on ne savait pas trop quoi faire, mais ça s'est super bien passé. Et enfin, c'est vite devenu un petit frère en plus. Et un petit frère vrai auquel on s'attache et qui repart. C'est ça. C'est quand même ça qui est particulier. Il repart, mais on a quand même gardé des contacts avec sa famille. Et ça, on a de la chance aussi, c'est que nous, on a gardé contact avec toutes les familles de tous les enfants qu'on a eus. Donc on a des nouvelles régulièrement, des photos. Maman a eu de la chance de revoir certains d'entre eux. Donc, Bon, on verra tout ça effectivement parce que c'est pas évident. C'est un chamboulement émotionnel finalement à chaque fois. De manière très très intense. Alors dans votre cas particulier, pour essayer de comprendre au fond qu'est-ce qui est à l'origine finalement de cette envie, je crois qu'à l'âge de 16 ans, vous avez emménagé en Afrique. J'ai emménagé au Tchad avec ma maman qui suivait à l'époque son compagnon. Et fatalement, voilà, à l'âge d'Anne-Charlotte, on est dans son petit univers privilégié et on arrive en Afrique et là, c'est le choc. D'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce flux d'informations, Internet, etc. Qu'est-ce qui va choquer le plus cette gamine de 16 ans? La pauvreté. La pauvreté, les enfants malades, les enfants... ils étaient au Tchad, il y a eu beaucoup de guerres civiles, donc des enfants vraiment abîmés. C'est très étrange. Et puis, le Tchad, ça pousse quand même pas au tourisme. C'est quand même un pays un peu particulier. Voilà, pas de route, que des pistes. Changement total, dépaysement total. Et à 16 ans, vous visitez un orphelinat? Et à 16 ans, je visite un orphelinat. Et là, c'est vrai que... C'est particulier. Qui décide ça? Vos parents? Non, c'est vrai que là-dessus, j'en discutais encore avec ma maman hier. Je pense que j'étais très curieuse et j'avais envie vraiment de voir ce qui se passait. Alors, je ne sais plus dans quel contexte. Donc vous affrontez la réalité, c'est-à-dire que vous auriez pu vous mettre encore une fois dans une bulle et vous détourner de ce qui pouvait être source de souffrance. Mais là, vous allez vers ça. C'est vrai. Et ça m'a choquée. Forcément, les images, c'est fort, c'est très fort. À tel point que quand je reviens en France pour les vacances pour voir mon père, je me sens complètement en décalage avec mes amis et ma vie d'avant. Qu'est-ce qui est décalé à ce moment-là? Parce que vous avez quoi, une forme de gravité que les adolescents n'ont pas? J'ai une sorte de prise de conscience, en fait. Cette espèce d'inconscience et de naïveté qu'on peut avoir à 16 ans, quelque part, ça m'a vraiment fait grandir. Je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui souffraient, qui n'étaient pas dans le même confort que moi. Alors, en ce qui vous concerne, David, avant de vous rencontrer, vous aviez un lien particulier avec l'Afrique. Il se trouve que vous êtes né en Afrique. Presque né en Afrique. Ah, presque né, ça veut dire quoi? Ma mère s'est dégonflée, elle est venue accoucher en France. Ah, d'accord. Mais eux vivaient là-bas. Et ils vivaient en Afrique. Mon père travaillait en expatrié à l'époque là-bas pour une grande compagnie aérienne. Et donc c'est là où ils m'ont conçu. Et ma mère est venue en France accoucher. Et puis j'ai passé les 2 premières années avec une fatou locale qu'on côtoie encore d'ailleurs à ce jour. Et donc ça, vous pensez que ça a un rapport, un lien avec votre prise de conscience aujourd'hui ou avec votre envie de... C'est pas une prise de conscience. Moi, je crois que c'est écrit dans moi. Je crois que c'est dans mes gènes. Ouais, c'est dans mes gènes. C'est pas des valeurs ou une éducation? Ça a été conforté par des valeurs et une éducation. Mais je pense que c'est avant tout personnel. Je vois, on est 3 frères et sœurs, on est complètement différents. Donc on a suivi exactement la même éducation. Et, non, je crois que c'est juste une envie de notre part. Ça a été l'occasion de sortir un peu de notre quotidien d'Européens, de travail, etc., métro, boulot, dodo, et de faire quelque chose d'utile, voilà, vraiment quelque chose d'utile, et de se sentir mieux après. Votre rencontre,
Elle a lieu, vous avez 28 ans, c'est ça? Dans le milieu professionnel? Ouais, Vous c'est ça. travaillez pour une compagnie aérienne. Ouais, c'est ça. Et puis, vous faites un premier enfant à 29. Mhm. J'ai envie de dire une famille classique. Ah, complètement. Vous allez faire un deuxième enfant. Mhm. Et donc, c'est ça la question au fond. C'est cette famille classique, qui aurait pu rester classique, va vivre une expérience qui n'est pas banale. Et donc, qui est moteur dans l'histoire? Qui est moteur dans l'histoire? C'est Maud. peut-être plus Non, moi. c'est Maud qui Ouais, est très moteur. je dans crois. l'histoire. C'est Maud qui a plus cette sensibilité vers l'Afrique, en tout cas. Et puis, tu as plus de temps aussi, simplement. Oui. donc, Alors, on va voir tout à l'heure comment, avant d'accueillir un enfant, vous avez déjà fait le choix de vivre une expérience très très particulière avec une association. Mhm. On va parler dans un instant. Je voulais que vous racontiez finalement dans votre cas particulier. Donc, vous avez eu un déclic à un moment donné qui pourrait tous nous arriver. C'est quand vous avez l'un de vos enfants, donc là aussi vous êtes marié, vous avez 2 enfants, l'un de vos enfants qui a un accident et qui est hospitalisé. Oui, alors en même temps, moi je crois aussi beaucoup que ça, c'est inscrit dans les gènes. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a un déclic. Qui permet de passer à l'action. Oui, et puis je crois aussi qu'il y a quand même il y a un terreau en soi, et puis après il y a les petites gouttes qui font que ça pousse. Il y a mon éducation aussi. C'est vrai que j'ai jamais vraiment réalisé, mais on en parlait hier avec Anne-Charlotte. Je disais mais c'est marrant, mais en fait c'est vrai que moi aussi chez moi il y avait en fait cette attention à l'autre. On accueillait à Noël des gens qui étaient tout seuls et qui venaient chez nous, mais j'y ai jamais réfléchi en fait. Donc je pense qu'il y a ce terrain-là. Et puis en effet, moi, il s'est passé quelque chose de particulier. Alors, j'ai aussi un petit Constantin, enfin un petit Constantin, il a 14 ans aujourd'hui, mais quand il avait 5 ans, il a eu un très grave accident de luge. Bon, il a été évacué, emmené à l'hôpital où on était au sport d'hiver. Il a fait le foie fracturé avec beaucoup de sang qui coule. Et donc le risque, c'était une hémorragie interne. Et une hémorragie interne, c'est difficile de... Enfin, bon, voilà, on va pas faire un dessin, mais bon, c'est... vous risquez de perdre votre enfant. Donc, on va le transférer à Grenoble, dans une unité de réa, et dans une unité où il y a des chirurgiens qui pourront intervenir au cas où, etc. Et là, dans la pire des angoisses, à l'hôpital, vous réalisez qu'il y a d'autres gens qui vivent d'autres situations. Exactement. Donc là, alors déjà, je réalise moi la chance que j'ai, en fait, de me dire du jour au lendemain, je peux quitter mon job. Je n'ai pas lâché la main de mon petit garçon jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital, mais vraiment. Donc je dormais à côté de lui, dans un fauteuil défoncé, mais là plus rien n'existe en fait. Voilà, je l'ai pas lâché et on réfléchit pas, c'est pareil, mais c'est un luxe inouï, ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Je rencontre en C'est fort de réa. parler de chance et de luxe alors que vous venez de raconter une situation tragique. Ouais, mais parce que à côté de Constantin, il y a des petits loulous qui sont tout seuls. Alors avec des équipes remarquables en réa pédiatrique, enfin vraiment des gens formidables et qui sont là pour entourer les enfants. Mais c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un à son chevet et d'être là. Et je rencontre aussi, bon ensuite Constantin a été transféré à Necker. Et là une rencontre complètement inattendue, une femme africaine. À la cantine. À la cantine, ouais. Et je rencontre cette femme qui parle pas français, que je vois dans le noir, en train de manger un yaourt avec une touillette à café, frigorifiée. Bon, et donc je vais la voir et on échange. Elle parlait pas français, mais la barrière de la langue, somme toute, on les fait sauter facilement. Et là, je me dis pareil. Je dis waouh, moi. Je peux communiquer avec les médecins, je peux échanger, je sais ce qui se passe. Et ce qu'elle vit, c'est terrible, elle n'a pas d'infos. Et elle est perdue. Et voilà. Et là, je me dis, mais moi, le jour où je peux faire quelque chose pour aider ces enfants, pour aider ces familles, et ben voilà, je le ferai. Et voilà, et la prise de conscience de se dire, c'est ça, j'ai du bol, moi j'ai de la chance que mon enfant soit pris en charge. J'ai pas besoin de traverser les océans pour que mon petit soit sauvé. Ouais. Et voilà. Donc c'est fort de parler de chance, encore une fois, dans un moment tragique de l'existence, où on peut se voir plutôt comme victime, vous voyez ce que je veux dire, de la souffrance et de la détresse. Et là, vous avez cette vision, et la question du « si je peux faire quelque chose », ça va démarrer par Aviation sans frontières. Ouais. Donc
le concept même de cette association, c'est quoi? Alors Aviation sans frontières, c'est une association qui met ses bénévoles au service de différentes ONG qui ont besoin de transporter des gens. Donc ça peut être des enfants, des réfugiés. Voilà, je fais de l'accompagnement d'enfants malades pour différentes ONG. Donc ça veut dire que là, on ne parle pas encore des familles d'accueil. Non. C'est une première expérience. Ouais. C'est vrai, vous avez vécu cette expérience aussi. Oui. Donc là, c'est dans l'urgence. Et Ouais. on va accompagner des gens qui sont en détresse, Voilà. en souffrance, pendant un transport aérien. Exactement. Et donc, on est en contact avec des familles. Ouais, on est en contact avec des familles. Quand on va chercher un petit malade et qu'on accompagne un petit malade qui va venir en France, eh bien, on l'arrache au bras de sa famille. Vous vous rappelez de la première fois? Ah ouais, alors la première fois, alors moi j'ai eu de la chance parce que le premier convoyage que j'ai fait, c'était un petit guéri que je raccompagnais, enfin un grand guéri malien, qui au départ ne parlait pas français et qui avait passé 2 mois dans une famille d'accueil et qui parlait. Donc c'était bluffant. Donc là, vous et, devez le raccompagner. je raccompagnais un petit guéri. D'accord. Et donc là, Donc, ça a un petit été... guéri, c'est qu'il a été guéri. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'étais en train de me dire, mais c'est quelle tribu ça au Mali, les guéris? Je ne comprends Oui, pas c'est ce que drôle. vous disiez. Un petit Pardon. guéri. Donc un enfant qui a guéri. Ouais, pardon. Donc c'est déjà une bonne Ouais, nouvelle. je Il y a suis un un peu dans dénouement. ma Vous tête. démarrez par Ouais. une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est un enfant qui Exactement. effectivement a été soigné Ouais. et donc guéri. Et donc là, un échange incroyable en fait pendant le trajet. Il me raconte son expérience dans sa famille, il me montre son album photo, tous ses trésors, etc. Et une impatience, je me souviendrai toujours. Mais je pense que toutes les 3 minutes, il me disait il est quelle heure? Il est quelle heure? Parce qu'il savait à quelle heure on atterrissait. Et voilà, il était très très impatient de retrouver sa famille. Vous assistez au retrouvailles du coup. Et j'assiste aux retrouvailles. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est le dernier chaînon de toute cette chaîne formidable en fait, qui se mobilise pour les enfants. Et c'est vrai que quand on est fait de l'accompagnement pour Aviation sans frontières, on a la chance de vivre ça. Et vous avez Et vécu donc- le contraire? Et j'ai vu le contraire, bien sûr. Donc, C'est-à-dire que vous allez- des petits vous- malades. C'est ça, un Ce n'est- enfant qui voilà. doit partir de sa famille. Ouais. Et donc là, on arrache un petit au bras de ses parents. Quand vous dites un arrache, c'est parce que c'est physique. Ouais, c'est vraiment physique. Il y a vraiment un moment où on dit bon bah voilà, là faut y aller quoi. Donc Ça. ouais. Mm. Et puis alors après on gère le truc. Enfin on s'éternise pas. Enfin voilà parce que c'est vraiment dur. En plus ça se fait. Généralement les vols en provenance d'Afrique partent très très tard. Donc les enfants sont fatigués et puis ils sont malades, ils sont faibles. Et l'un des premiers accompagnements que j'ai fait d'enfants malades, c'était un tout petit, et c'est pareil, lui, je l'oublierai jamais, un tout petit qui respirait tellement mal que, enfin vraiment, il était bien qu'un peu droit. Et donc en fait, je l'avais dans mes bras et j'ai passé tout le vol à faire des allers-retours dans les couloirs Pour le de bercer. l'avion pour le bercer. Dès que je m'asseyais, en fait, il pleurait, il n'était pas bien et tout, et je le berçais, je lui chantais des chansons. Qu'est-ce qui et se passe dans votre tête quand vous êtes dans cette situation? ben, c'est instinctif aussi. C'est-à-dire que, en fait, on se dit, il a besoin de ça, on le sent, en fait, c'est trip, quoi. Il a besoin de ça. Comme avec un enfant, je veux dire, comme dans toute situation, quand avec son bébé, on ne sait pas comment s'y prendre, il n'y a pas de manuel, hein, donc c'est son instinct. Et ben là, c'est pareil. Et quand vous arrivez du coup à Paris, Oui. là il y a d'autres personnes qui Oui. prennent en charge. Donc les familles d'accueil en fait qui vous attendent, donc les familles qui vont accueillir ce petit loulou pendant tout le temps de son séjour en France pour son opération. Et donc voilà, on le remet, ouais. Et parfois c'est pas facile parce que en Ce que j'allais fait vous même demander, parce que d'une nuit entière à bercer un enfant qui est en souffrance, Ouais. l'attachement là aussi se pose. Alors l'attachement se pose, mais en fait la mission elle est hyper claire. On est là pour ça, pour faire l'accompagnement, pour être dédié à 500% à ce petit bout de chou pendant le temps du trajet, mais on est là pour que ça se passe au mieux et faire. Enfin, ce sas, il est aussi très important, d'ailleurs, le sas du vol dans les bras de quelqu'un d'autre, parce que ça permet pour le loulou de vivre le passage entre les bras de ses parents et de sa famille d'accueil plus facilement, je pense. Comment vous décidez de passer de cette expérience particulière à l'idée d'accueillir à la maison pendant 1 mois ou 2 un enfant qui est malade et qui va être opéré?
Alors, à l'occasion d'un convoyage, en fait, je suis sollicitée par une personne de mécénat chirurgie cardiaque qui me demande si j'accepterais d'emmener un ordinateur pour le confier au papa d'un petit garçon qui avait été pris en charge quelques années auparavant par mécénat chirurgie cardiaque. Et donc, du coup, j'ai rencontré la personne qui avait été maman d'accueil du petit garçon dont le papa avait besoin de l'ordinateur. Et il se trouve qu'elle habitait juste à côté de chez moi. Le hasard a fait que. Et là, donc, on se rencontre pour que je récupère l'ordinateur et on passe 3 heures à discuter. Et vraiment, cette femme, qui est une femme incroyable, qui a accueilli 30 petits bouts de chou, qui s'appelle Alette. Alette a sauvé 30 vies. Alette a sauvé 30 vies. Et elle est incroyable. Et donc, elle est devenue ma marraine mécénat, en fait. On a passé 3 heures à discuter. Elle a répondu à mes questions. Elle m'a expliqué comment ça se passait. C'était quoi vos questions à ce moment-là ? C'était concrètement, comment ça se passe ? Quel est ton rôle ? Est-ce que tu as besoin d'avoir une chambre pour l'accueillir ? Quelles sont les conditions que tu dois remplir ? Combien de temps ça dure ? Parce qu'on ne sait jamais vraiment très bien combien de temps ça va durer. La réponse, c'est quoi d'ailleurs ? En moyenne, c'est 2 mois. Mais ça peut être plus long. Nous, la dernière puce qu'on a accueillie, elle est restée 4 mois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un relais ? Voilà, elle a répondu à toutes ces questions-là. Donc, non, on est vraiment les parents de substitution, d'une certaine manière, des enfants, à partir du moment où ils posent le pied sur le territoire français et jusqu'au moment où ils en repartent. Alors, on va voir comment s'est passée la première expérience. De votre côté, le déclic, ça se passe à quel endroit ? Nous, le déclic, je crois que c'est un Noël où on a vu nos enfants qui étaient encore petits ouvrir leurs cadeaux les uns après les autres avec une espèce de... On a tous vécu cette scène. Ouais, ce côté blasé, au bout d'1 heure, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Et... Ce que vous vous dites à ce moment-là, quand les enfants effectivement ouvrent les cadeaux, sont un peu blasés, donc ça nous agace, on est énervé, on se dit mais ça c'est pas possible, on ne veut pas les élever dans cet état d'esprit, il faut que ça change, il faut quelque chose. Alors, pour cet état d'esprit, c'est quoi ? Pour mettre des mots au fond, c'est qu'on a la sensation que nos enfants n'ont pas le sens des réalités. C'est quoi au fond qu'on essaie de mettre en place ? On est frustrés, une sorte de valeur. Parce que, exactement, c'est des valeurs auxquelles nous... Oui, c'est donner le bon sens des valeurs. Ouais, on s'est dit avec David, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils sont trop petits pour encore faire du sac à dos et les emmener barouder, c'est pas possible. On va amener l'Afrique à la maison. Et nous, ça s'est fait très naturellement. Je crois qu'on a pris rendez-vous avec la chaîne de l'espoir. On a rencontré une des infirmières bénévoles et je crois qu'on en a à peine discuté. Ça s'est fait vraiment d'une manière instinctive, comme tu dis. Voilà. Charlotte, vous vous rappelez de la première fois que votre maman ou votre papa, je ne sais pas qui vous en a parlé, vous a dit on va accueillir un enfant ? En fait, on a l'habitude de se retrouver pour discuter quand il y a des grandes décisions à prendre. Et en fait, c'était vraiment une question. C'était pas on va maintenant faire ça. Ils nous ont vraiment demandé à Constantin et à moi, c'est mon petit frère, si on était d'accord pour accueillir des enfants, si on serait prêt à s'occuper d'eux. Là, vous avez 14 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là ? Maman nous racontait beaucoup ce qu'elle vivait avec Aviation sans frontières. On voyait des photos, les enfants, le bonheur que c'était quand ils rentraient guéris, etc. Et du coup, c'était un peu évident, c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question. Avec Constantin, on a tout de suite dit oui, ce serait génial. Et je crois qu'il y a un reportage que vous voyez à la télévision qui va répondre à certaines de vos questions. En 2010. Oui, un reportage, une maman comme nous qui accueille cette petite Sénégalaise de mémoire. Et là, je regarde, je me dis mais c'est super facile, c'est génial, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et quand vous dites qu'il nous faut, justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Se sentir utile, parce que forcément, on a un petit peu, il y a quand même une petite appréhension. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour se présenter et postuler pour être une famille d'accueil ? Il n'y a pas de conditions, il faut être quand même très disponible, ça c'est évident. Je veux dire, quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi, c'est pas possible. Concrètement, il faut plutôt être maman au foyer. Mais moi, je travaillais à l'époque, j'ai pris un sans solde. Bon, après, ce sont des choix. Hein. Et les conditions, c'est juste avoir envie de le faire, hein, ça c'est sûr. Et après, les choses se font vraiment naturellement. Et voilà, l'enfant, il prend sa place très vite. Alors, vous accueillez un premier enfant en 2011. Alors, Lamine, il ne parlait pas français. C'est comme Kadiatou, il parlait que le bambara, mais néanmoins, il comprenait quand même les choses de base. On le voit arriver accompagné donc, par un bénévole. C'est très émouvant. Là c'est du concret. Là, il est là.
Là, l'aventure commence, quoi. C'est parti. Donc après, il y a nous, mais il y a l'enfant. Il y a le tempérament du petit. Ce premier petit enfant ne montre pas ses A émotions. complètement fermé. Et ça a Et ça, c'est duré quelque chose qu'on n'a pas envie d'imaginer. dès le quasiment départ. 3 mois sans. Ça a été. À la fois, il nous a un peu facilité les choses aussi, puisque voilà, le fait un peu de se blinder, on a peut-être pris un petit peu plus de recul que lors du deuxième, cette petite Camerounaise de 3 ans, où là, c'était juste que du bonheur. Et là, je vous cache pas que quand elle est partie, l'attachement, c'était. Il y a beaucoup dans le regard. Ouais. C'est les regards. Ils Et sont puis quand ils paumés, partent, ils sont, complètement paumés. Qu'est-ce que vous lisez dans ce regard, justement? Ils sont perdus. ils sont perdus. Ils À quel point ils découvrent. ont conscience de ce qui est en train de se passer, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on Ça, leur on dit? sait pas bien. On sait pas bien, ça. C'est pas trop. C'est vrai. Ils savent qu'ils sont malades parce qu'en général, ils ont un traitement différent parce qu'ils ne sont pas scolarisés forcément comme les autres, ils peuvent pas faire de sport, ils sont essoufflés et puis ils sont identifiés comme malades. Donc ils savent qu'ils viennent se faire opérer, ils savent je pense, ils sont suffisamment bien préparés par la famille, mais je crois qu'ils ne sont pas préparés au choc culturel quand ils arrivent. Le froid, le gris, les blancs. Ouais, c'est compliqué. Et donc, ce premier enfant va passer 3 mois. D'ailleurs, c'était pas prévu puisqu'il y avait une erreur de diagnostic. Ouais, erreur de diagnostic. Et vous n'arrivez pas à tisser une sorte de lien affectif avec lui. Vous vivez comme une situation d'échec. Ah non, non, pas du tout. Non, non, il est comme il est, on le prend comme il est, il nous prend comme on est nous aussi. Chacun fait un peu en fonction de ce qu'il est aussi. Hein, on peut pas. Mais c'était une expérience, la première, que vous qualifiez de facile ou difficile, la première? Non, de facile. La preuve, on a recommencé. C'est ça que je voulais vous Eh demander. ben oui, non, Ça a non, été au la plus contraire. difficile des 5 expériences, quand même. Parce que Ouais, c'est vrai. c'était la plus difficile. Parce que il y a un déclic à trouver avec les enfants quand ils arrivent. Il faut les mettre en confiance. Ouais. Et la mine, ça a été une lecture de, je me souviens plus, là, de Monsieur Oukilé, ou je sais plus. Là. On lisait des histoires le soir et c'est vrai que Et ça a marché. Mhm. Votre premier accueil, vous vous en rappelez? Ah oui, oui, je m'en souviens. Parce que donc, moi, après ma rencontre avec Alette, là, je me dis, bon, bah, ok, banco. Donc, j'en parle à mon mari, qui me dit, super. On en parle aux enfants, qui nous disent, super. Et donc là, on rencontre l'association. Et donc, ça s'est fait très, très vite. Donc, je sais Dans pas... l'urgence, presque. Ben, presque en fait, parce que bon, chez Mécénat chirurgie cardiaque, il y a quand même un certain nombre de critères il faut habiter à proximité d'un centre, d'un CHU où les enfants sont opérés. Dans la mesure du possible, avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer et en cas d'urgence, etc. Et puis pour aller le voir. Et puis c'est tout. Donc, Il faut être disponible aussi. est disponible, oui, ça bien sûr. Donc ça, on remplissait les critères. Donc là... Là, c'est particulier dans le cas du premier enfant parce que vous l'accompagnez de l'aéroport à l'hôpital. Oui, exactement. Donc là, on rencontre l'association au mois d'avril-mai. On dit, bon, on va accueillir notre premier enfant en septembre. Et puis là, il y a un enfant qui est en urgence de soins. Et donc là, je dis, bon, bah, finalement, je suis dispo ou presque parce que je finissais un truc. Bon, et voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, oui. Et donc on emmène, je vais avec Anne-Charlotte, on va chercher Lucas à l'aéroport. Et c'était un peu particulier parce qu'effectivement, il était en grande souffrance. Et donc, on part de l'aéroport directement à l'hôpital pour valider le diagnostic. Parce qu'après, il y a tout un protocole très précis en fait, qui se met en marche. Parce qu'il faut que l'enfant voie un médecin généraliste ou un pédiatre pour s'assurer qu'il n'a pas d'infection parasitaire qu'il faudrait traiter avant l'intervention. Un rhume ou un virus quelconque. Et puis, donc on voit aussi un dentiste. Et une étape extrêmement importante dans le processus, c'est la validation du diagnostic. Et là, on tremble. On tremble parce qu'on se dit, j'espère que le diagnostic a été effectué dans son pays par les médecins qui n'ont pas malheureusement les mêmes outils que ceux dont on dispose ici, donc ils font comme ils peuvent. Est-ce que c'est le bon diagnostic? Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? Parce que ça peut arriver. Donc quand le diagnostic est validé, ou alors si c'est pas le même mais qu'on vous dit il est opérable, bon, voilà. Après, mais parce qu'il y a cette vraie parfois... question, si on parle sans tabou, Ouais. qui est qu'on va accueillir un enfant qui est vraiment en danger. Ouais.
Et ça, c'est quelque chose de très C'est vraiment un enfant. Voilà. Donc ça fait partie aussi nous, avant de prendre la décision définitive de faire notre premier accueil, c'est aussi, on était tous les quatre d'accord sur le principe. Moi, c'était des choses sur le risque qu'on prend que j'avais élucidé avec Alette et puis avec les gens de l'association qu'on rencontre. Mais après, moi, il fallait que les enfants aussi, alors on n'est jamais prêt à ça, mais qu'ils soient conscients de ça. Donc Alette, vous avez préparé à ça dans le cadre ouais, d'Alette qui avait reçu 30 enfants. Oui. On imagine que sur 30 enfants, ça ne s'est pas toujours bien terminé. Voilà. Donc quand au moment du diagnostic, on vous dit bon bah ok, la date opératoire va pouvoir être maintenue, on fixe une date opératoire. Déjà là, on souffle. On dit c'est bon, il va pouvoir être pris en charge. Puis après, il y a la deuxième étape vraiment difficile, c'est le jour de l'opération. Et moi, je trouve que c'est à chaque fois, enfin, on ne s'habitue pas à ça, parce que on le confie, c'est une opération qui est lourde, une opération à cœur ouvert, une opération qui est longue, une opération à risque en tant que telle. Et puis quand on ouvre, on ne sait pas forcément non plus ce qu'on va trouver. Donc ça aussi, c'est une journée qui est difficile. Et le soir, quand on nous appelle ou quand on appelle, ça dépend des cas, qu'on dit bon voilà, il est en réa et tout va bien. Pareil, là, on souffle. Bon, après, il y a la réa, etc. Il passe quelques jours en réa. Mais on est vraiment complètement serein que quand ils reviennent à la maison et que la convalescence redémarre réellement. Mais et dans le cas du premier enfant, il est resté 2 mois, c'est ça? Alors, il est resté 2 mois. mois. C'est énorme en 2 mois. Énorme. Mais enfin, bon, ouais, il est énorme. Mais alors, l'attachement, je dirais, d'une certaine manière, il y a de toute façon que le fit passe ou plus ou moins bien, ou enfin nous ça s'est toujours bien passé, mais il y a une espèce d'alchimie qui se crée de façon immédiate. Quand on le prend dans les bras, et c'est ça, ouais, le moment de l'aéroport, c'est très très émouvant, parce que là on dit waouh, ça démarre, et les premières minutes sont juste incroyables, on le prend, et plus ou moins grand. Alors c'est vrai quand ils sont plus grands, ils sont plus sur la réserve, etc. Mais il y a vraiment, là ça démarre, et il se crée un truc. Parce que je pense que les enfants sentent qu'ils aient été briefés ou pas. Et nous, le premier, c'était un petit bébé, hein, il avait 9 mois. Je pense que son instinct aussi lui dit, bon, bah ok, elle est là pour moi. Et comme son propre bébé, quand il naît, je crois qu'on se reconnaît. Et je pense que c'est aussi une question de nécessité. Et ça démarre comme ça. Et donc Lucas... Et donc, le premier qui a 9 mois, c'est Lucas? Ouais, Lucas. Et là, on est tenté de le ramener soi-même, j'imagine. Ouais, et ça, alors, surtout que Lucas, il s'est passé quelque chose de... donc c'est le premier, déjà, donc on découvre. Et Lucas, c'est une expérience, j'allais dire terrible, mais très très marquante. Avant son opération, un soir, il se réveille, il était vraiment pas bien. Et donc, j'appelle mon pédiatre, j'appelle la SOS. Pareil, on a une hotline en permanence. On peut joindre quelqu'un de l'association qui nous guide s'il y a un problème, etc. On a le numéro des urgences pédiatriques de l'hôpital dans lequel l'enfant va être opéré et qui a tout son dossier médical pour pouvoir intervenir très, très rapidement. Donc, il respirait pas bien. Et donc là, je l'ai emmené à l'hôpital. Bon, et puis après, il est revenu à la maison le lendemain. On est reparti parce qu'il était toujours en souffrance. Et donc, le soir, je rentre à la maison. Et le lendemain matin, quand j'arrive à l'hôpital pour être à ses côtés, il n'était pas bien. Et bon, il dormait. Je sentais qu'il n'était pas bien. Et ça, c'est pareil. On sent hein, très vite, on arrive à sentir l'enfant, son mode de communication. Et je le change et il n'aimait pas qu'on le change, il pleurait à chaque fois, bon, comme beaucoup de bébés. Et puis là, il était attaché, il a des sondes, hein, quand ils sont à l'hôpital, ils ont des sondes qui mesurent leur rythme cardiaque. Et donc là, la machine commence à biper de partout. Et donc, je le prends vite dans mes bras. Et là, en fait, il devient tout chiffon. Il n'arrivait plus à respirer, ses yeux, on le perdait. Donc là, j'appelle au secours. Donc là, je hurle. Donc de toute façon, les machines bipaient, etc. Et donc là, donc, tout s'est mis en branle. Donc les équipes d'urgence l'ont pris en charge pour le réanimer, quoi. Finalement, le SAMU l'a emmené dans l'hôpital dans lequel il devait être opéré. Il a été opéré immédiatement et tout s'est bien passé. Donc pareil, c'est des situations
critique. Ça n'arrive pas très souvent, mais premier accueil, on l'a vécu. Donc, il s'est passé vraiment un truc particulier pour nous. Et puis, pour les enfants, ça a été aussi difficile parce que c'était leur premier accueil. Il a finalement pas passé beaucoup de temps à la maison avant son intervention. Et donc, pour eux, c'était dur. Enfin, voilà. Donc, il y a un truc qui s'est créé aussi entre nous autour de Lucas qui est vraiment très particulier. Vous vous rappelez de Lucas? Oui. Quand votre maman dit c'était dur, vous pensez à quoi? Bah, en fait, surtout, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est quand maman est rentrée le soir et que elle nous a dit, à Constantin et à moi, qu'il s'était passé quelque chose et je connaissais pas tous les détails. Même là, j'ai découvert des trucs. Et automatiquement, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un de ma famille qui avait eu un accident, un problème. Enfin, c'est ce que disait maman. On le connaissait pas très bien. Même si quand il était là, on passait beaucoup de temps avec lui parce que c'est un bébé, donc forcément il faut être auprès de lui. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose de grave. On l'a senti à travers maman, mais on avait peur en fait. Et c'est important de raconter ça parce qu'au fond, quand on se dit, voilà, je vais peut-être apporter ma contribution, peut-être sauver une vie, être famille d'accueil, donner du sens à tout ça, et on s'expose à des chamboulements émotionnels qu'on souhaite à personne au fond. C'est-à-dire que quand on est parent, on a tous peur de ça, et là, vous allez vers ça, en fait. Mais c'est marrant, il y a une espèce de... On s'autogère nature... Enfin, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je suis quelqu'un de très émotif. Non, mais c'est fort d'entendre quelqu'un qui dit « je suis très émotive et finalement, j'ai fait le choix dans mon existence de me mettre dans cette situation. » Mais ça me blinde. On apprend à prendre sur soi. On se dit, cet enfant, il vient, il est courageux. Et à côté, nous, c'est rien. C'est tellement rien ce qu'on vit que... Ouais, c'est étrange, c'est vrai. Le truc, c'est que oui, c'est très très intense. Mais on se dit, finalement, heureusement, parce que Lucas, il serait resté chez lui au Cameroun. Il serait plus là. Et nos propres petits bobos, notre propre petit stress et tout, c'est rien du tout à côté de tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on pense à ça, qu'on a contribué à ça, David? On est fiers déjà de ce qu'on a réalisé. Et puis, on est heureux d'avoir contribué comme ça au bonheur de quelqu'un. Autant qu'on peut, des fois c'est plus simple, des fois c'est plus compliqué, mais oui, c'est ça, on se sent utile. Alors, situation très particulière, parce que vous sauvez la vie d'un enfant, et il se peut, c'est pas arrivé à chaque fois, mais dans le cas de Lucas, que vous n'ayez plus jamais de nouvelles. C'est particulier, ça aussi. Alors ça se peut, mais donc ça aussi, ça fait partie du truc dont il faut être conscient. Et donc je pense qu'il faut alerter aussi là-dessus, sur ce sujet-là, les gens qui ont envie de se lancer. Et il faut être préparé à ça. Il faut être préparé au risque. Il faut être aussi parfaitement conscient qu'on est juste une parenthèse dans la vie de cet enfant. Et qu'on fait pas ça pour avoir de la gratitude, puisque pour le coup... Vous avez de la chance parce que vous avez gardé les contacts. Parce que nous, la chaîne de l'espoir nous conseille effectivement de ne pas garder de contact. Bon, nous, on connaît la culture africaine, donc ça nous fait Mais pas quand peur. vous dites que vous avez de la chance, c'est-à-dire que c'est une tentation, forcément. Ah bah oui, c'est une tentation. Alors nous, juste pour être clair, chez Mécénat Chirurgie Cardiaque, on n'a aucun contact avec la famille de l'enfant pendant la durée de l'accueil. Tout passe par l'association et ça, c'est hyper important. C'est fait exprès, évidemment. Ouais, parce que ce serait ingérable émotionnellement. De gérer leurs angoisses. Oui, on n'est pas médecin, donc on ne peut pas avoir de contact direct, c'est Et impossible. l'enfant ne doit pas faire de Skype avec la famille non plus? Non. Faut pas créer? Non, il y a vraiment une rupture complète. En revanche, moi, tous les jours, on donne des nouvelles à l'association. On envoie une petite photo, un petit message. L'association prend des nouvelles, etc. Et les parents peuvent prendre contact avec l'association. Alors, c'est joli sur le papier, mais c'est pas toujours possible quand les familles sont très loin. Mais n'empêche que ça peut passer par le médecin référent sur place, etc. Mais pendant la durée de l'accueil, aucun contact. En revanche, après, ça dépend. Donc, Maud, vous avez souri pendant que je parlais du Skype qui est interdit. Nous, on l'a fait. On a fait un Skype une fois, avec la petite malgache, dont on avait le contact du papa via Facebook. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de danger à le faire. D'autant qu'elle était assez timide et réservée quand on l'a fait. Et nous, on appelle. De temps en temps, on appelle. Donc deux associations, de toute façon, avec des règles. C'est chaque famille. Mais parce que moi, dans tous les cas, l'intention, c'est évidemment de préserver le plus possible, de faire souffrir le moins de gens possible. Exactement. Oui. Et juste un petit coup de fil, juste moi en tant que maman, de me dire, l'autre maman, elle doit juste se demander comment va l'enfant et juste dire tout va bien.
Et beaucoup de gens hésitent à vivre cette expérience parce que voilà, tout le monde appréhende la séparation. Parce qu'il y a beaucoup d'affect pendant un temps très court. Et la séparation, la plus compliquée, c'était Manuela, c'est ça? Ah oui. Elle avait Nous, quel âge? c'était 3 ans. Et forcément, quand c'est plus petit, c'est plus facile parce que l'enfant a peut-être moins conscience de tout ce qui va lui arriver. Et Manuela, c'était 6 semaines ou 7 semaines de pur bonheur. Adorable petite Camerounaise avec un caractère bien à elle. Bon, voilà, c'était. Mais c'est l'aventure, Et ça c'est se comme passe à ça, il faut l'aéroport, l'accepter. Parce qu'encore une fois, la règle, c'est de ne pas la ramener aux parents. Ouais, et malheureusement, on a complètement dérogé à cette règle puisque Ouais, David a on ramené du mal à Manuela. on a du mal à suivre les règles. Ouais. Nous, on est. Mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais on a pris cette liberté parce qu'elle était complètement elle était guérie. Elle était camerounaise mais catholique. Et c'était Noël. Noël. Son billet était réservé, je sais pas, Janvier, le mi-janvier. Nous, on a Il y regardé avait de les la remplis. place. Il y avait de la place, donc j'ai pris un billet. Je lui ai dit, moi je te On l'a pour prise en Noël. janvier, on a dit, bah allez. On est parti, donc je suis parti le 24 décembre au matin. Je suis revenu le 25 au matin, juste pour le Noël avec nous. Et donc Elle a j'ai passé enchaîné. Noël avec ses parents. Donc, Et donc elle a passé Noël avec ses nous, on parents. avait rempli notre mission. Ok. On va recevoir la petite fille qui est chez vous en ce moment. Je suis pas sûr qu'elle soit en mesure de dire beaucoup de choses, d'accord? Parce que c'est très intimidant d'être là. Oui. On va regarder une petite vidéo que vous avez confiée où on voit la petite Christelle. Hein. Ouais. Donc, pour voir un petit peu la complicité qu'il y a avec Clara, votre fille. Moi, je m'appelle Christelle. T'as quel âge? Christelle comment? C'est quoi ton nom? Christelle Rakoutou Moulatala. Raconte malala. Ah, Rakoutou Malala. Et t'as quel âge? Elle le dit pour la première fois. T'as quel âge? T'as quel âge? Oh, 3 ans? non. 4 ans? Non. 5 ans? Oui. Ça vous rappelle quoi? Parce que c'était difficile au début pour Christelle. Assez difficile. Alors elle, vraiment, c'est elle qui a souffert le plus de la séparation avec ses parents. Terrible, un déchirement. Donc j'étais très désemparée. Je savais plus quoi faire pour la consoler. Elle était inconsolable. Donc voilà. Mais dès l'instant où elle a été opérée, après, tout s'est bien passé. Et d'une gaieté incroyable. Vraiment. Elle, ça a fait un vide quand elle est partie parce qu'elle avait vraiment sa place à la maison. C'est ce qu'on sent là, en fait. Ah oui, non, vraiment, vraiment. Et pour vos enfants et pour Clara. Très joyeuse. Oui, Clara vous en parlera peut-être tout à l'heure, Ouais. mais oui, c'est vrai qu'on est 5, on se retrouve à 4. Oui, c'est... Il y a comme un vide. Oui, il y a quelque un chose de vide. particulier. Ah oui. Alors, est-ce que, avec l'expérience, finalement, vous avez maintenant acquis des rituels les uns et les autres, soit pour accueillir l'enfant, soit pour l'accompagner pendant cette période, soit pour préparer le départ? Nous, on fait un album photo pour que l'enfant puisse montrer à sa famille ce qu'il a vécu en France. Voilà. Et le petit rituel aussi, moi, j'aime bien utiliser le calendrier et leur montrer un peu l'échéance temps. J'aime bien. Pour leur donner un repère. Oui, ça Parce les que rassure. vous avez la sensation que ces enfants sont perdus, donc au moins ils savent ce qui Oui, est en train de se passer. exactement. Les informer le plus possible sur ce qui se passe. C'est ça, ouais. Et alors vous avez fait le choix d'écrire une lettre. Ouais. Alors nous, on fait un album aussi, photo, qu'on leur remet. Et j'écris une lettre assez Alors, une longue lettre que vous vous adressez à qui en fait? aux parents. Et dans lequel je raconte ce qui s'est passé, comment moi j'ai perçu leur enfant. Enfin, moi, de toute façon, ils sont tous tellement incroyables. Ils ont une grave pathologie, mais ça leur donne vraiment un truc en plus. Je trouve qu'ils ont une maturité, une intelligence, un éveil qui est hors du commun. Je suis très, très admirative de mes enfants, mais je trouve que, voilà, c'est tout petit bout de chou. Parce que, je pense que ça s'explique parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Parce qu'ils sont très affaiblis par leur maladie. Et donc, je pense qu'ils sont énormément dans l'observation de ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils ont un éveil, une maturité. Moi, je me souviendrai toujours, tu te souviens du regard de Sungalo, qui est le deuxième petit bébé qu'on a accueilli. Il avait 15 mois. Il avait un regard d'une gravité et d'une intensité qui était vraiment impressionnante. Et ils ont une adaptabilité qui est hors norme. C'est notre ressenti dans une situation particulière. Donc pour moi, c'est important de le transmettre aux parents. Et puis,
c'est important parce que eux, ils ont confié leur enfant à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne verront probablement jamais. Et donc, voilà, savoir qui sont les gens à qui ils ont confié leur enfant. Et savoir ce que leur enfant Ce que leur enfant a vécu. Et puis, pour lui, pour l'enfant aussi, à un moment ou à un autre de sa vie, mais ça, ce sont mes convictions, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de blanc dans son histoire. Et d'ailleurs, à qui c'est arrivé, alors je ne me souviens plus de quelle famille il s'agit, où vous avez revu un enfant qui ne vous a pas reconnu? Moi. Ça, c'est particulier aussi. C'est particulier. Parce que la question du après, finalement. Ouais, ça fait bizarre. Alors en même temps, ça, il faut que ce soit aussi très clair. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est rien pour eux. Donc ça aussi, il faut y être préparé quand on veut se lancer. On n'est pas parent de substitution. Après, on n'a aucune autorité, enfin, on n'a aucun rôle. Tant mieux si on a des nouvelles, mais voilà. C'est important de se dire ça, de ne pas faire pour la gratitude, d'espérer, de ne pas le faire ouais. La mission. Il faut Oui, mettre en tête exactement. Quelque chose de désintéressé. Oui. Ouais, Oui, et savoir que ça s'arrête à partir du moment où il part dans l'avion. Et voilà, tout s'arrête là. Notre rôle s'arrête là. Et on tourne la page. Et il y a d'autres règles, c'est par exemple, ne pas lui donner un surnom. Ouais, alors nous, ils ont tous des surnoms. Vous leur donnez des surnoms? Ouais. Mais parce que naturel. Alors Lucas, les Lions Indomptables, c'est l'équipe de foot du Cameroun. Et je sais pas, nous, c'était notre petit lion. Parce qu'il s'est battu comme un lion. Et vous, j'ai compris, il y a les loulous, les puces et les lions. Donc. Ouais. Donc vous donnez des surnoms et vous ne donnez pas de surnom? Non, enfin, oui, non. Enfin, Kadiatou, elle a déjà son petit surnom, c'est Kadi. Manuela, c'était Manu. Non? Oui, c'est ça, c'est des petits Je noms croyais que comme c'était ça. une règle en fait. Tout dépend. Ah non. Non, Ah, pas non. du tout, non. D'accord. Sungalo, nous, c'était Soussou, mais naturellement. Et puis on l'appelait aussi Sungalo. Enfin, mais ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne effectivement de ces expériences? Anne-Charlotte, vous avez 17 ans, vous avez vu 5 enfants venir à la maison, c'était très très fort émotionnellement. C'est quoi les images qui vous viennent finalement? Parce que vous pressentiez que ça allait être quelque chose de fort et de riche. Finalement, en quoi ça a été? C'est que du bonheur déjà. Forcément, il y a des moments qui sont un peu compliqués, les moments de l'opération, de la convalescence aussi, c'est compliqué parce que pour mécénat chirurgie cardiaque, quand ils sont en région parisienne, ils sont en convalescence dans un hôpital spécialisé qui s'appelle le Château des Côtes, c'est hors de Paris. Il faut leur rendre visite, donc c'est compliqué. C'est même compliqué un peu pour nous aussi parce que maman en particulier faisait des allers-retours tous les jours, donc on avait l'impression de la voir moins. Mais quand on regarde en arrière, il n'y a que des moments de bonheur, c'est que des moments de joie. Et ouais, ils sont heureux d'être là et ça se voit. Et quand ils repartent, on est triste parce qu'on s'est attaché, mais on est soulagé. Enfin, Et vous comprenez pourquoi elle dit je suis fière de mes enfants? C'est pas trop à moi de dire ça, mais... Moi, je suis fière parce que c'est un projet auquel ils ont adhéré spontanément. Néanmoins, la théorie et la réalité, c'est pas forcément la même chose. Constantin, là-dessus, m'a dit un truc assez joli quand je lui ai posé la question sur si c'est finalement, après avoir accueilli des enfants, ça correspondait à ce qu'il avait imaginé. Il m'a dit, écoute, tu sais, en fait, maman, c'est un peu comme quand on veut plonger du plongeoir de 10 mètres. C'est-à-dire. Et donc là, il me dit, bah ouais, en fait, t'as envie, t'es tenté, mais t'oses pas vraiment, et tu sais pas si tu vas y aller, et puis voilà, t'as un peu peur et tout. Puis à un moment, t'y vas, tu montes, tu te lances. Puis une fois que t'as sauté une fois, t'as juste envie de recommencer, et de recommencer, et de recommencer. Constantin a 14 ans. 14 ans, ouais. Et donc je suis fière parce que moi, je les ai quand même embarqués là-dedans. Et ça correspond en effet, et ça je crois qu'on est vraiment raccord là-dessus, aux valeurs qu'on veut transmettre en tant que parents à nos enfants, le soin à l'autre, l'idée aussi qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice pour que peut-être que je sais pas, c'est peut-être un peu... que le monde aille peut-être un peu mieux. Et je suis hyper fière que les enfants soient réceptifs à ça, partagent ces valeurs. Et pour moi, c'est l'essentiel d'une éducation. Et donc, je suis fière d'eux. Et les tiens sont ados. Moi, les miens, Clara, on a commencé, elle avait 6 ans. C'est vraiment possible. Même avec des petits, on peut le faire. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, je crois que je vois Clara et Kadiatou qui sont là. Et il y a un traducteur, c'est Samba, qui parle la même langue que Kadiatou et qui habite dans le quartier. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, ça va. Merci. Merci. Vous avez fait connaissance avec la petite? Oui. Je vais vous installer. Merci. Clara, tu sais qu'on a raconté cette expérience particulière que vous vivez à la maison en accueillant des enfants du bout du monde. Et donc, tu te souviens de tous les enfants que vous avez reçus? Oui. Tu as 11 ans. La première Oui. fois, tu avais 6 ans. 6 ans. D'accord. Et donc, tu te rappelles de la première fois qu'on t'a dit on va accueillir un enfant? Bah, j'étais heureuse surtout parce que j'étais heureuse de rencontrer une nouvelle personne et que ça va m'occuper à la maison. Un peu. D'accord. Alors, comment tu fais pour jouer quand vous ne parlez pas la même langue? Bah, j'essaye de faire des gestes un peu, de lui montrer qu'est-ce qu'on va jouer. Par exemple, sur le téléphone de papa, on a des traducteurs. Ah oui? Attends. Oui, on essaye de trouver des applications de traducteurs. D'accord. Parce que, au fond, ça lui fait un petit peu peur. Comment tu sais qu'elle a peur? Elle te l'a dit? Parce que quand on regardait un peu les photos des enfants qu'on avait accueillis, elle avait vu une photo à l'hôpital où il y avait un enfant, par exemple Manu, elle avait la cicatrice. Et d'un coup, son visage, c'est complètement... il était un peu pâleux et on a senti qu'elle avait vraiment eu peur. D'accord. Et donc toi, tu as quel rôle finalement quand tu accueilles ces enfants que tu ne connais pas finalement? Parce que tu crées du lien, je t'ai vu avec la petite Christelle en vidéo. Et donc on a l'impression que c'est ta copine depuis toujours. Oui, surtout je joue avec eux. Quand je suis à la maison, je fais tout mon possible un peu. Donc tu prêtes tes jouets déjà? Oui, je prête mon Tous les jouet. enfants ne prêtent pas leurs jouets. Non. Mais surtout, je suis là pour eux. Enfin, je suis là pour jouer avec eux. Je suis là pour colorier, pour que elle m'apprenne des mots en bambara et pour que moi je apprenne des mots en français. Et tu connais des mots dans sa langue? Petit peu. Un seul, par exemple. Oui, ao. Et Ao. non, oi. Ok. Et toi, Gadiatou, tu as appris des mots en français? Ah oui. Bonjour. 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 Anichoulou. Bonsoir. Il y a quelque chose d'important pour toi demain? Dumé. Opération. Opération. L'opération? Quel? Cœur. Super. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à demain? Il a un peu peur. Elle a un peu peur. Un petit peu peur? Oui. Et donc c'est là votre instinct de Bah oui. réconforter et de rassurer. Et Qu'est-ce qu'on peut Kadiatou, demander est-ce que tu peux me dire quel était ton moment préféré avec Clara? Une clare wakati mgeni qu'on fait. Oui, à Koudjaï. Dans. La danse. La danse, oui. Ah, la danse. Et vous dansez quoi? Sur des musiques. Parce que je fais des figures et elle essaye de le faire. Donc vous dansez ensemble? Oui. Elles sont réglées ensemble, en fait. C'est-à-dire C'est drôle. Clara n'est plus toute seule pour aller se laver les dents. Clara n'est plus toute seule pour prendre son bain. Et elle prend le petit déjeuner en même temps que nous, avant que Clara parte à l'école. Et j'ai notre fils aussi, Benjamin. Donc en fait, elle se chamaille aussi un petit peu comme des sœurs. C'est drôle. Non, Et elle elle cuisine? fait. Elle aime cuisiner avec vous, on m'a dit. Ouais, samedi dernier, on a fait des raviolis japonais et elle est très forte. On se sentait un peu bête à côté. sait Elle très, manie très la bien pâte, faire la pâte, ouais. Non, mais il joue beaucoup aux cartes. Vous jouez beaucoup aux cartes. Ouais. Elle est très expressive. C'est juste que là, elle est peut-être un peu Un impressionnée. peu intimidée, mais- et je la comprends. Voilà. évidemment. c'est compréhensible. Et toi, Clara, donc c'est une expérience très particulière. Toutes tes copines n'accueillent pas quelqu'un du bout du monde à la maison. Non, Donc, elles te posent quel genre de questions en général? moi, on me pose qu'est-ce que vous faites à la maison c'est qui, d'où elle vient. Moi, je leur réponds qu'on est une famille d'accueil de la chaîne de l'espoir et qu'on accueille des enfants d'Afrique qui viennent se faire opérer du cœur. Et qu'on apprend plein de coutumes grâce à ça en même temps. Il y a plein de choses différentes. Ils mangent autre chose, ils s'habillent autrement. Et Et t'as la sensation que vous faites quelque chose de bien? ouais. Parce qu'en même temps, elle vivra plus longtemps grâce à ça. En même temps, parce que là, elle partira très vite si elle se fait pas opérer en même temps. Mhm. Donc tu as conscience de l'importance de ce qui se passe. Oui. Mais tu es là pour apporter de la légèreté et des rires et des danses. Oui. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette expérience que vous avez vécue? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre témoignage?
J'espère qu'on aura donné envie. C'est important de donner un peu de soi. On vit dans un monde qui est tellement individualiste où on se regarde plus, on vit les choses trop pour soi. Et là, c'est vraiment chouette. Ça prend pas beaucoup de temps finalement. C'est 2 mois dans une année, c'est quand même pas grand-chose. C'est un enfant de plus à la maison, mais voilà, ça change rien à notre quotidien. Concrètement, la vie continue. Kadiatou, elle me suit partout. Il n'est pas d'accord. Ça change quand même beaucoup de choses au quotidien. Ça change rien. Quand tu as une enfant africaine qui dort dans ta chambre, ça change le quotidien quand même. Non, Et qui se réveille à 4h30 du matin, ça change le quotidien. Non, il y a, C'est ça, elle a son rythme. Non, c'est- il y a évidemment il y a un plein de quotidien, il y a un changements, autre quotidien. mais qu'on voit à Ça l'arrivée change comme pas un enrichissement. grand-chose, on s'adapte. Non, mais c'est chouette, de toute façon, on a compris qu'elle était le moteur. Ouais, Elle a une vision très romanesque de la vie, j'ai compris. Mais sauf que c'est concret. Non, c'est facile, c'est facile. Il faut pas voir ça comme quelque chose c'est facile. d'irréalisable. Ça amène beaucoup, parce que l'air de rien, les échanges qu'il y a entre les enfants, ou même entre les parents et l'enfant, ça amène beaucoup. Il faut avoir la possibilité de le faire, parce que c'est vrai que si c'est quelque chose qui amène des contraintes supplémentaires, ça vaut pas le coup de le faire, parce que si c'est pour s'embêter, Oui, il faut avoir faut vraiment que ça soit quelque chose, et c'est naturel en fait. Et Et puis, il faut pas avoir peur de l'hôpital parce qu'on n'y va pas souvent, on n'y va pas beaucoup. Et moi qui suis, comme beaucoup de personnes, mais j'aime particulièrement pas ça, franchement, c'est rien. Les gens sont extraordinaires. L'équipe médicale, elle est juste chouette. Ça fait 5 ans que j'y vais maintenant. Je les connais tous. On a l'impression, c'est super chouette. On les retrouve chaque année. Non, vraiment. C'est... Et Samba, il y a des choses qu'elle vous a dit juste avant. Vous avez eu le temps de discuter un petit peu ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bon, il dit que la France c'est bien. Il vient ici avec sa famille d'accueil et Clara et les gens qui sont avec lui. Donc c'est ça la vie, mais il a un peu peur pour son opération. Ah ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. D'accord. Bon. Et merci beaucoup d'être venu nous voir à l'improviste. Je sais que vous êtes du quartier. Merci beaucoup, Samba. Merci. Ah, je vous laisse repartir, mais en tout cas, merci sincèrement. Merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir, très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Alors, ce qui est important, c'est pas mon histoire, mais ce sont les enfants. Et que Sœur Emmanuelle disait que le don gratuit à 100% n'existe pas. Ce qu'on donne, c'est rien à côté de ce que ces enfants nous apportent. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Ils nous apportent un bonheur immense, des leçons d'humilité. C'est très impressionnant de voir que des petits bébés à 6 mois peuvent nous donner des leçons de vie, des leçons de courage, des leçons d'adaptabilité, des leçons d'intelligence et de sens de la vie en fait. Et donc c'est rien à côté de toutes les petites contraintes de oui, quand ils font pas leur nuit, se lever 3 fois par nuit ou voilà, c'est rien à côté de ce qui nous donne. Et puis oui, contribuer à apporter notre petite, c'est des petites gouttes d'eau ce qu'on donne, mais à faire que le monde soit un peu meilleur et qu'on fasse attention à notre prochain, c'est une satisfaction immense. Ouais, je vous comprends. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. On va pas se quitter là parce que je voudrais vous présenter mes amis dénicheurs. Vous savez, ce sont des amis à moi qui s'intéressent aux solutions. Il y a tous les problèmes de la société, on les connaît tous les jours, on nous les rappelle. Et eux s'intéressent aux solutions. Et notamment aujourd'hui, je crois qu'ils vont nous parler de ceux qui, comme vous, consacrent une partie de leur existence aux autres. Et d'ailleurs, les voici. Salut, salut. Plein d'entrain, Luc, Anissé, salut camarades. Bonjour. Brigitte. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, le concours de costumes là? Eh bien, c'est un hasard. Là, on se la joue classe aujourd'hui. Oui, pour la nouvelle année, on a décidé d'être un peu plus sérieux. Toujours clair. Bon, alors je vous présente mon ami Luc, citoyen du monde, qui aime les initiatives positives. Oui. Et on a parlé effectivement avec ses familles qui rendent le monde meilleur. Ouais. Parce que chacun fait sa part. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, dans votre cas, ce sont des enfants qui sont venus chez vous. Vous les avez accueillis. Eh bien, avec mes copains Anissé et Brigitte et Anissé, pardon. Oui. On va vous parler de personnes qui ont fait le choix d'aller à l'autre bout du monde, à la rencontre d'enfants, justement, qui en avaient besoin. Alors moi, je vais vous parler d'un jeune couple, à peine 24 ans, des Corésiens, comme toi. Le Bref de la Gaillarde. Voilà, pas loin, de Tulle, qui ont décidé d'aller dans le nord de l'Inde, dans un endroit où, quand malheureusement on est avec un handicap mental ou physique, c'est un petit peu la triple peine, et ils mettent en lumière, par un très beau documentaire, une école qui fait un travail formidable.
Magnifique. Anissé, lui s'intéresse à la technologie, qui nous veut du bien. On n'est pas toujours d'accord là-dessus parce que moi j'ai un peu peur de la technologie. Et là, tu veux nous expliquer que la technologie peut aider les enfants. Oui. Alors on va rester dans le domaine de l'école, hein, mais on va changer de continent. Lui, il est en Inde, moi je suis en Afrique. Et si vous avez déjà été auprès de l'équateur, on va aller en Côte d'Ivoire. Si vous avez déjà été près de l'équateur, vous savez que le soleil se couche très très tôt. Les enfants, il y a beaucoup de villages où les enfants n'ont pas d'électricité, donc ils ont très peu de temps pour pouvoir faire leurs devoirs avant que la nuit tombe. Eh bien, moi, je vais vous proposer une solution pour régler ce problème-là. Une idée lumineuse. Je ne vends pas la mèche. Parce qu'ils sont censés vous donner envie. Vous voyez, vous laisser dans l'obscurité. Vous connaissez la solution? Je connais la solution. Vous la connaissez? Je connais Vous la connaissez aussi? La solution pour que les enfants puissent étudier tard le soir? Je l'ai trouvé aussi sur Internet. Suspense. Et Brigitte dont on reconnaît le rire entre mille. Mais simplement, Brigitte, on parle de choses sérieuses aujourd'hui, on parle de quoi? Ah oui, moi je parle de choses sérieuses toujours. Je vais vous parler d'un couple, moi, qui a décidé de tout quitter pour aider les autres. Alors ils s'appellent Estelle et Étienne Hébert. Ils ont 3 enfants et les voilà. Ils sont mignons. Et donc... Parce que s'ils étaient moches, tu ne les présentais pas. Ah, moi je suis comme ça. D'accord. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'elle me parle. Mais non, mais ils sont toujours mignons. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, tous les gens que tu nous présentes sont mignons. Ils sont tous mignons, c'est pas de ma faute. Et alors, qu'est-ce qu'ils font en dehors d'être beaux? En dehors d'être beaux, en 2013, ils se sont dit, on va essayer de faire encore plus dans l'humanitaire. Alors, ils ont contacté une ONG qui s'appelle Fidesco, et qui leur a permis de pouvoir partir... En famille. En famille. Et surtout, l'idée, c'est que cette ONG, elle est quand même hyper sérieuse parce qu'elle leur a fait une formation, mais qui a duré pratiquement 1 an, mais morcelée. Hein. C'était 1 jour par-ci, 10 jours par-là, etc. Pour leur apprendre un peu à connaître la culture africaine, etc. Et ils partent sans savoir au départ où ils vont partir. On leur dit que 3 mois avant leur départ. Et on va peut-être regarder. Allez, on regarde le reportage. Au Rwanda, ils sont allés. Des gens qui vous ressemblent au fond. Au Rwanda. Bon, alors on est parti parce que ça répondait à ce moment-là à un désir qu'on avait de se donner plus radicalement aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent finalement qu'une culture complètement autre sur un autre continent, une autre réalité, une grande pauvreté aussi, il faut dire ce qui est. Et donc c'est là-dedans qu'on a plongé avec nos enfants. Le centre de santé au Rwanda, c'est la première structure d'accueil pour les malades. Et donc viennent ici pour toutes les maladies courantes, essentiellement la malaria. Fidesco m'a envoyé ici, c'était vraiment pour répondre à un besoin d'abord en gestion et en comptabilité. Et à côté de ça aussi, il y a tout ce qu'on n'imagine pas en arrivant, de pouvoir être un peu polyvalent, touche à tout. Donc le groupe électrogène, l'installation d'un réseau internet pour le centre de santé, jouer au plombier, aller acheter des ampoules au marché, servir de chauffeur pour l'ambulance quand il faut emmener des patients en urgence. Voilà, tout ça, c'est les choses des à côté qu'on n'imagine pas et qui font aussi partie de la vie ici. Moi, j'enseigne en 6e année primaire. Ce sont des enfants entre 12 et parfois 15, 16, voire 17 ans pour les plus âgés. Moi, ce que j'aime en tant que prof ici, c'est la joie de ces enfants, c'est leur enthousiasme. Ils sont pas du tout blasés. Dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent, ils répondent présents. C'est à qui participera le plus. Et ça, c'est merveilleux pour un prof. Donc, on a une maison sympa, mais simple. On n'a pas d'eau chaude, mais on est content avec l'eau froide. Voilà, et puis on fait plus de choses nous-mêmes, le pain, la lessive. Être proche des gens, c'est passer du temps avec eux. À un moment donné, si tu ne viens pas rwandais, la mission ne marche pas. Et il faut aussi avoir un estomac rwandais. Comme on dit, il faut un ventre missionnaire. Vous voyez, donc faut être capable de manger ce que les Rwandais mangent. Et en fait, on s'habitue. Hein. S'habiller comme les Rwandais un petit peu. C'est très varié, mais c'est chanter comme les Rwandais, danser comme les Rwandais. Et ça les rend, et ils sont hyper contents. Une vraie difficulté quand même, c'est d'être un peu isolé dans notre réalité de blanc. Estelle a chopé le palu il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est sûr que physiquement, on trinque un peu. Mais voilà, on s'en sort. Hein. Et on est vivant. Ici, malgré tout, on ne peut pas chasser du regard des gens.
l'image du blanc, qui d'emblée, dans leur esprit, dans leur mentalité, crée une distance dingue en fait. On se rend pas compte. Hein. Mais donc c'est à nous de faire l'effort de nous rendre proches. La mission, ça nous agrandit le cœur. Ça élargit notre cœur, vraiment. Donc, très joli reportage. On va parler dans un instant de leur expérience. J'ai l'impression que c'est l'étape d'après en ce qui vous concerne. D'abord, vous faites des voyages en avion, ensuite vous accueillez les enfants à la maison. Puis alors là, c'est radical, toute la famille s'expatrie. Ça vous a traversé l'esprit? C'est chouette. Il faut avoir le courage de faire ce qu'ils font. Je peux être qu'admiratif vis-à-vis de ces personnes-là, qui ont justement cette chance d'avoir le courage de pouvoir y aller, d'aider les gens. Il faut le pouvoir. Faut quitter. L'adaptation, ouais. Non, parce qu'au fond, j'ai la sensation que vous êtes de la même famille, c'est-à-dire que vous êtes en train de rendre le monde meilleur. Donc, mais pour vous, il y a une différence. Ouais, c'est quand même quitter son environnement, bon, son confort, c'est tout bête, mais bon, ils sont peut-être un petit peu plus jeunes aussi. Vous, votre sensation? Ouais, moi je pense que tout quitter pour se fondre dans une culture qui n'est pas la sienne et dans un environnement qui est difficile, ouais, c'est très courageux. Nous, on accueille, on a notre petit confort, notre quotidien, nos repères. Là, ils perdent tous leurs repères, alors c'est merveilleux parce que là je voyais les enfants, c'est hyper mignon parce que les enfants ils sont hyper à l'aise. Ah, ils se créent de nouveaux repères. Ouais. Annie, c'est toi qui as grandi au Cameroun, qui connaît les deux cultures. Oui, moi aussi, j'ai été choqué quand je suis arrivé. Un nouvel environnement, des nouvelles maladies, le rhume. J'ai découvert un truc qui s'appelait le rhume. Le froid. Un truc qui s'appelait le froid. Parce que là, ils parlent de l'eau froide, mais l'eau, elle est à 22 degrés. En Bretagne, elle est à combien? Mais je pense qu'il faut le rappeler quand même. Hein. Et tu me disais que tu avais découvert la charcuterie et le fromage. Oui, alors il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés à la Bretagne. Enfin, moi, j'ai chopé le palu. Je l'ai connu aussi de l'autre côté. Non, c'est pas très agréable le palu. Je préfère le petit mais même les locaux ont le palu. Même les locaux ont le palu. Je pense que les maladies, l'avantage, c'est qu'elles sont partout. Alors, il n'y en a peut-être pas toujours les mêmes, mais on est tous faits du même bois, enfin, en tout cas du même sang, et donc on souffre des mêmes maux, même si certains sont un peu plus résistants à certaines maladies. Mais toi qui connais les deux cultures, quand la dame qui est professeure dit les gamins sont pas blasés, je leur propose des choses. À ton avis, c'est eux qui le racontent, mais est-ce que tu comprends finalement ce que ça leur apporte cette expérience? Mais oui, parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau. On fait l'inverse, ça veut dire que dans une école française parisienne, on amène un enseignant qui vient du Cameroun, qui a une autre façon de voir les choses, qui va expliquer les choses d'une certaine manière. Les enfants vont être comme ça, parce que ça casse leur quotidien, ça leur fait découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et puis il y a la surprise, il y a l'inattendu, et c'est ça qui fait que les enfants ont ces grands yeux qu'on a vus sur les images, là, qui sont émerveillés. C'est vrai que quand on a des choses qu'on a déjà vues à la télé 10 fois, qu'on a déjà vues dans les journaux 10 fois, que les parents ont vécu, que tout le monde a vécu, c'est un peu moins sexy, un peu moins excitant que quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est inconnu. Inconnu, oui. Brigitte, l'expérience dure combien de temps du coup? Alors 2 ans. Ils sont restés 2 ans et ils restent pas plus justement parce que... exprès. Oui, c'est exprès parce qu'après ils sont revenus, ils avaient des carences et surtout ils ne prennent pas d'enfants plus de 10 ans parce que à l'adolescence il faut pas trop changer les enfants de leur milieu. Quand une famille part, c'est ça que tu veux dire? Voilà, quand une famille part, pardon. Et donc moi je trouve que cette association est sérieuse parce que elle fait bien attention à tout ça. J'ai bien entendu qu'il y avait une formation. Il y a une formation, oui. L'intention ne suffit pas en fait. Voilà, on leur apprend justement les coutumes des pays, on leur donne plein de conseils et on les envoie en fonction du besoin de la région. C'est pas eux qui choisissent. Hein. Du pays, ils ont besoin d'un prof et d'un gestionnaire de centre de santé. Hop, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Et comment ils ont vécu cette expérience, eux? Ça a été dur, hein. Ils le disent, d'ailleurs ils veulent faire passer un petit message, ils disent que ça a été dur, ça coûte, mais c'est une telle joie, on reçoit une telle joie en échange, et surtout vivre ça en famille, pour eux c'est merveilleux parce que les enfants les ont entraînés, tout petits qu'ils sont, parce que là ils étaient tout petits, et bien ils les entraînent quand ils n'avaient plus trop le moral ou quand ils n'avaient plus envie, et ben les enfants les entraînent et les aident à distribuer des repas, des trucs comme ça. Voilà. Bon. Clara, je te pose la question, après tes parents vont m'en vouloir. Est-ce que toi, tu es prête à partir, quitter ta chambre, ta maison, tes amis, pour vivre une expérience comme ça pendant 2 ans? De baigner à l'eau froide. L'eau froide à 22 degrés. L'eau froide, moi, c'est bien parce qu'il fait chaud là-bas. Ouais. Quand
ça fait du bien. Bon, si tes parents t'annonçaient allez, on part tous, tu dirais quoi? Parce que tu m'as l'air tellement volontaire, tu as tellement dit oui à tout, toutes les expériences te plaisent. Oui. Bon ben voilà, pardon, ça y est. désolé. Non, mais je crois que... On va s'arranger avec tes parents. Alors toi, tu dis que tu nous amènes en Inde. Ah oui. D'abord, avant de partir en Inde, je vous amène en Corrèze. C'est tout près. Je vous amène à Tulle, parce qu'à Tulle vit un jeune couple, Tristan et Karine. Donc ils sont beaux aussi. On a dit. Oui, sauf que chez Tristan et Karine, ça va pas. C'est un couple qui s'est séparé, remis ensemble, séparé. Ils se disent, là, on va recoller les morceaux, mais pour recoller les morceaux, il va falloir qu'on ait un projet. Un projet qui va nous ressouder. Un soir, dans un bar de Tulle, au hasard, ils entendent parler d'une région du nord de l'Inde, dans le Ladakh, ici plus précisément. Ici, là, dans un village assez reculé. Pas loin de l'Himalaya. Oui. Région majoritairement bouddhiste, que, en fait, les enfants qui sont nés handicapés moteurs ou mentaux ont de gros problèmes. Un petit peu comme on avait parlé ici des personnes qui sont albinos en Afrique, qui sont pourchassées. Voilà, il y a des croyances, des choses. En fait, les gens pensent que quand on est handicapé, avec tout le système de la réincarnation et du karma, en fait, c'est que dans une vie antérieure, on a fait des mauvaises actions. D'accord? Donc les enfants sont pourchassés, on ne les montre pas, c'est honteux. Les parents les cachent? Les parents les cachent, exactement. Et il y a une dame qui a eu l'idée de monter une école, quelque chose de complètement tabou, quoi, hein, de monter une école pour des enfants en situation de handicap. Et ce jeune couple décide, en fait, sensibilisé par cette situation, de partir là-bas, alors qu'ils n'avaient jamais voyagé. Elle était en formation d'éducatrice spécialisée, lui faisait un petit peu de vidéo et il avait envie de voyager, mais il ne l'avait jamais fait. Et il décide de partir et de réaliser un documentaire sur cette école pour qu'on en parle, aussi bien en Inde qu'un petit peu partout dans le monde. Et donc là, ils sont partis avec 3 francs 6 sous, pas grand-chose. Et ils sont encore en montage, ils veulent faire ce documentaire, ils veulent qu'il voit le jour, mais il n'est pas encore prêt. Alors ils nous ont envoyé quelques images, je vous propose de regarder quelques images de leur documentaire. Cette école est la première pour les enfants handicapés. Avant, il n'y avait rien. Avant l'ouverture de l'école, la plupart des enfants restaient chez eux. Peut-être parce que les parents ne voulaient pas montrer leurs enfants aux autres quand ils avaient ce genre d'enfants. Parfois, certains enfants étaient envoyés à l'école, mais ils ne pouvaient ni lire ni écrire. Ils ne pouvaient pas travailler comme les autres enfants. Du coup, on disait aux parents que leurs enfants ne faisaient pas bien leur travail et n'avaient pas le même niveau que les autres, qu'ils étaient différents. Peut-être que c'est pour ça que les parents ne mettaient pas leurs enfants à l'école. Avant, ils ne connaissaient pas grand-chose. Maintenant, ils ont beaucoup appris. Par exemple, Rizwana, avant elle ne savait pas bien écrire. Maintenant, elle écrit très bien. Elle a énormément progressé. Avant, je travaillais dans des écoles où il y avait des enfants comme les autres. Je suis arrivée ici et j'ai vu ce qui se faisait. Tous les enfants ont beaucoup progressé depuis 2009. Et tous les professeurs travaillent très dur. C'est un gros travail d'équipe. Et le fait que les enfants progressent autant, ça me rend heureuse et fière.
Je peux faire quelque chose pour ces enfants. Parfois ils progressent, parfois ils ne progressent pas, mais je peux faire quelque chose pour eux et ça me rend très heureuse. J'apprends de plus en plus de ces enfants. C'est comme ça ici qu'on apprend. Je me retourne vers vous, Maud dit je suis hyper émotive, donc je vous pose la question. Non, c'est magnifique. Ouais, c'est Franchement, quel projet incroyable. Donc lutter contre les préjugés. Ouais, moi ça me touche parce que ils mettent aussi, ils luttent contre, intégrer des enfants qui sont différents c'est un vrai combat ici aussi. Mais là, c'est aussi lutter contre sa propre culture et chapeau. Donc, c'est aussi d'une certaine manière, se mettre en danger soi-même pour sauver l'autre. Donc, c'est waouh. Et puis surtout, je découvre quelque chose, c'est que le bouddhisme, qui est quand même la philosophie de la compassion. Alors, du coup, je savais pas que les enfants Il y a quand même des intouchables. Il y a quand même des intouchables aussi là-bas. Donc... Oui, mais alors les intouchables, c'est des hindouistes. Enfin, il n'y a pas forcément des bouddhistes dans toute l'Inde. Mais là, c'est l'idée qu'on est au Ladakh, il n'y a que des bouddhistes. Alors là, je découvre quelque chose, il va falloir que j'enquête. Oui, alors que je comprenne, parce que là, je suis estomaqué. Et en plus, ce qui est très fort, c'est qu'en fait, cette école, elle s'appelle Munsel. Et Munsel, en ourdou, alors je ne fais pas le malin, hein, je ne suis pas tu parles ourdoulogue, ça veut dire sortir de l'ombre. Je trouve ça assez joli. Et ça va être le titre de leur documentaire à ce jeune couple, Sortir de l'ombre. C'est très beau. Il faut imaginer que là, quand on voit ces images avec ces enfants qui dansent sur la place du village, c'est le contraire du fait de les cacher. Exactement. Donc il y a beaucoup de symboles. Ouais. Ah, ça m'a beaucoup. Non, ils sont épatants. Et ils sont encore là-bas ? Alors non, ils sont partis pendant 3 mois. Ils sont revenus. Première info, on se pose toute la question. Ils sont encore ensemble, donc. Alors voilà. C'est vrai parce que ça crée du lien ou ça fait oui, le contraire ? Exactement. C'est un couple qui a été plus soudé que jamais grâce à cette expérience parce que ils ont vécu dans l'école et ces enfants ont changé leur vie. Par exemple, Tristan me racontait que il a vu une petite fille qui était trisomique. Il me dit jamais de la vie, je pensais que j'allais être ému aux larmes en voyant cette petite fille danser. Elle avait des gestes magnifiques et il me dit j'étais ému. J'ai vu des enfants qui arrivaient, qui n'arrivaient pas à marcher et qui se sont mis à marcher, alors péniblement, mais qui se sont élevés, quoi. Voilà. Et toutes ces émotions, on les retrouve. Sortir de l'ombre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient eux exactement ? Alors. Karine, elle était en formation, elle avait déjà été sensibilisée aux enfants en situation de handicap, donc elle faisait des ateliers créatifs avec les enfants, donc c'était du bénévolat, si tu veux. Et lui aidait aussi certains enfants, mais il était surtout là pour filmer, pour rendre compte pour les aider à sortir de l'ombre. Et comment ils ont financé ça ? Alors ça n'a pas été facile parce qu'ils ont participé à du crowdfunding, comme on dit, c'est une plateforme sur Internet pour financer. J'adore son accent anglais. Mais j'ai failli demander de répéter quoi ? I can't speak very well English, but crowdfunding, c'est un truc que j'arrive pas à dire. Donc ça veut dire le financement participatif. Participatif. Il leur fallait 14 000 € pour payer le voyage, pour pouvoir s'héberger sur place. Bon là ils étaient à l'école, mais pour pouvoir acheter une petite caméra, faire le montage après, ils n'ont eu que 3 000 €. Alors après ils sont jeunes, ils avaient 1600 € pour payer le billet d'avion, ils l'ont payé de leur poche tous les deux, et donc là ils sont encore en cours de montage, ils font ça le week-end, c'est vraiment de l'artisanal, mais ils se sont lancés dans ce projet. Le film n'est pas encore fini, hein. il va être bientôt fini, et voilà quoi. Donc ils ont encore besoin de financement. Ils ont encore un peu besoin de financement, ça pourrait les aider. Ceux qui veulent les aider à sortir de l'ombre, ces enfants. Ouais, absolument. Peuvent les aider à financer le film. Ouais, et alors l'idée c'est que au printemps, le film sera dans des salles ou dans des festivals. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'à la rentrée scolaire prochaine, en septembre 2017, ça puisse être diffusé, ils puissent en parler dans les écoles, pour en parler aux enfants, pour expliquer ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai vu que ça t'avait changer le regard sur le handicap. J'ai vu que ça t'avait beaucoup intéressé, Clara. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fasciné ? Que des enfants handicapés apprennent à lire, à écrire, à danser. Enfin, moi, ça me fait une émotion. Oui, tu le dis très bien. Tu le formules bien en tout cas. Ouais. Alors Anissé, tu nous as parlé d'une solution pour les enfants qui était près de l'équateur et qui avait du mal à étudier parce que la nuit tombée, il n'y avait pas forcément d'électricité. Alors qui est allé déjà près de l'équateur ? Tiens, je te donne cet outil. Alors, effectivement. Moi, déjà allé près de l'équateur ? Oui, David.
Il confirme qu'il Et finit est-ce que vous à 5 confirmez heures. que là, vous avez la surprise, hein, ça choque beaucoup les gens qui ont l'habitude, qui sont plutôt en Europe ou en Occident en général, c'est que en général, il fait nuit tard, à 21h le soir, il fait encore jour. L'été, ouais. Et là, à 17h30, 18h, c'est comme si on éteignait la lumière. Ça veut dire que c'est nuit noire. Et comme les villes ne sont pas éclairées de partout, là, on va en Côte d'Ivoire. 70% des villages de Côte d'Ivoire n'ont pas l'électricité. Donc les réverbères dans la rue, l'électricité qui allume et tout, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'avantage, c'est qu'on voit bien les étoiles la nuit. C'est le plus grand avantage. Et en plus, comme c'est l'hémisphère sud, on ne voit pas le même ciel qu'en Europe. Il n'y a pas de pollution. Parenthèse. Il n'y a pas de pollution. Et donc, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de pollution, on voit les étoiles, etc. Mais pour réviser, pour étudier, c'est quand même un vrai problème. Quand on rentre, parfois on est à l'école. Moi, je sais, quand j'étais petit, je faisais 3 km à pied pour pouvoir aller à l'école. Donc ça met un certain temps quand même pour faire ces 3 ou 4 km à pied. On met une demi-heure, 45 minutes. L'école finit à 16h30. Si on a 1 heure de marche pour rentrer à la maison, on rentre, il est 17h30. 17h30, ça veut dire que la lumière s'éteint. Et on a quoi ? Très peu de temps pour pouvoir étudier. Qu'est-ce qu'on a comme lumière en général ? C'est quoi ? C'est une lampe à pétrole. La lampe à pétrole, on a eu un pic de pollution l'hiver dernier dans pas mal de villes françaises. Vous savez, c'est les composés volatiles, hein, ces petits éléments qui s'envolent un peu partout. Et puis le problème de la lampe à pétrole, c'est que quand on veut réviser avec une lampe à pétrole, on est obligé de la mettre très près, parce qu'il faut pouvoir lire, il faut pouvoir écrire, voir son... Donc on est collé à la lampe à pétrole. Et l'autre problème de la lampe à pétrole, c'est que dans la plupart des villages, dans les pays, en Côte d'Ivoire notamment... Il n'y a pas de pétrole. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a peu de pétrole, et donc il y a une lampe pour 10 personnes. Et qui utilise la lampe le soir ? Les mamans pour faire à manger. C'est le papa. Ou le papa qui... Souvent le papa. et donc le petit qui est en train de faire ses études, qui est en train de réviser, lui, il n'est pas du tout prioritaire. Et ça crée quoi ? Ça crée une énorme inégalité entre certains villages qui ont la chance de pouvoir avoir l'électricité, d'autres villages qui n'ont pas cette chance d'avoir l'électricité, les enfants qui peuvent faire leurs devoirs le soir, et les enfants qui ne peuvent pas faire leurs devoirs le soir. Alors Clara, je ne sais pas si tu es contente de faire tes devoirs le soir. L'électricité, je crois. Arrête d'être parfaite, Clara. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui adoreraient pouvoir faire leurs devoirs, mais là, ils ne peuvent pas. Et donc, je vous fais un teasing depuis tout à l'heure. Alors, David est là pour savoir de quoi il s'agit. Vous savez quelle est la solution ? Non ? Comment ils ont fait pour trouver une solution ? Bon, imaginez qu'on nous demande à nous de trouver, on serait embarrassé. Heureusement, quelqu'un y a pensé. Quelqu'un y a pensé. J'ai amené la solution avec moi. Et derrière, c'est un cartable. Un cartable pas comme les autres. Parce que c'est un cartable, vous voyez, il a un petit panneau là. C'est un panneau solaire. Et donc, ce cartable se recharge toute la journée, pendant que l'élève va à l'école. Et quand il rentre le soir pour faire ses devoirs, il ouvre son cartable. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cartable ? Il y a, dans la petite pochette qui est là, une petite lumière. Je branche la lumière sur mon cartable. Et là, on a l'électricité, donc on ne se rend pas compte, mais on a une petite ampoule LED ici qui éclaire pendant 5 heures. Alors parfois on n'avait qu'1 heure ou 2 heures pour pouvoir faire ses devoirs, là on a 5 heures. Et qu'est-ce que font les enfants ? Parfois ils amènent leurs petits copains, ils disent venez à la maison, on va pouvoir faire des devoirs parce que j'ai une lampe, la lampe à pétrole, c'est pas grave, papa ou maman peuvent continuer à jouer avec leur lampe à pétrole. Et puis comme c'est des ampoules LED, en plus c'est froid, il n'y a pas les fameux composés volatiles, il n'y a pas de problème de pétrole, on a de l'énergie solaire pour pouvoir faire ses Super. Et c'est une invention ? C'est une invention C'est une invention, c'était inventé par un Ivoirien. C'est simplement du bon sens de se dire, voilà, il y a des cartables, il y a du soleil, il y a des petites ampoules LED, pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble ? Alors c'est un jeune Ivoirien qui s'appelle Évariste. Voilà, ça y est. Brigitte adore quand tu t'en sors pas avec les Voilà. Brigitte, tu es coquine. Et donc, je vous montre, voici Évariste Akounian. Je vais mettre même la photo comme ça dans le sens. Donc c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, il a 35 ans. Et lui aussi, il a souffert de la fameuse lampe à pétrole. Il a regardé, il a constaté ça autour de lui. Alors, il était plutôt bien placé. Il avait un poste, il travaillait. Et puis, il a pris ses économies. Il s'est dit, je vais faire des cartables avec une petite lumière pour aider les petits enfants. Et il a commencé comme ça. Il a mis ses 40 000 euros. C'est énormément d'argent en Côte d'Ivoire, 40 000 euros. Il a pris ses 40 000 euros. Il a fabriqué 500 cartables comme ça, avec son propre argent personnel. Il en a donné à peu près 250, 300 dans les différentes écoles. Il ne peut pas donner à tout le monde, hein, évidemment, parce que c'est un peu difficile. Et il a donné ça aux meilleurs élèves, parce qu'il fallait qu'il fasse un choix. Il a donné ça aux meilleurs élèves des différentes écoles. C'est motivant, en tout cas. Pour les motiver. Oui. Bien sûr, ils ont partagé avec... Et ce qui est formidable, c'est que le soir, voilà la petite lumière, comment on fait ses devoirs quand on est en Côte d'Ivoire. Là, la petite lumière qui éclaire le soir pour faire ses devoirs. Et moi, je trouve ça très important parce que l'éducation,
l'école, c'est le tout début du développement. Parce que ces enfants qui ont eu accès et ont le premier pied à l'école, ils vont apprendre des langues étrangères, ils vont découvrir le monde, ils vont pouvoir s'ouvrir. Et c'est eux l'élite de demain de leur pays. On est dans les petits villages, là. Il y a de l'électricité en Côte d'Ivoire. Hein, bon, voilà. Mais on est dans un petit village. Et ces personnes des petits villages, moi j'ai même discuté avec une petite fille, elle s'appelle Masuki. Et la petite Masuki, elle a 11 ans comme Clara et comme Kadiatou, elle a 11 ans comme elle. Et elle, ce qu'elle veut être médecin. Elle est dans ce petit village, elle n'a pas d'électricité. Et justement, avec son cartable, ça lui donnera la possibilité d'aller à Abidjan, où là, il y a l'électricité, où il y a des universités, où elle pourra progresser dans la vie. Clara, réaction? Bah, c'est bien. C'est-à-dire que c'est vrai que ça n'appelle pas de débat, on est épaté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste la solution qu'on a. Non, mais c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'avec peu, on arrive avec une idée simple, on arrive à faire des trucs super. Moi, je suis allé faire une formation en République centrafricaine, au fin fond chez les Pygmées là-bas. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils n'avaient rien. Et on vous dit, avant de partir, si vous pouviez nous aider à pouvoir payer un instituteur, justement, parce que l'école, c'est le premier lien, mais il vous faut peut-être pour l'année, il vous faut beaucoup. Non, si vous nous donniez 80 €, on assure l'école pour toute l'année. On était 4, on a donné 40 € chacun, et il y avait de quoi payer 2 ans d'école, quoi. Non, mais j'ai souvenir d'avoir rencontré des gens formidables, c'était en Tanzanie, et qui parlaient de l'éducation, et qui disaient qu'effectivement, il avait la sensation qu'il était aveugle sans éducation, parce qu'il n'avait pas été à l'école. Bien sûr. Et qu'il avait l'impression que c'était des fenêtres. Et donc c'est très 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 important, même si nous, ici, on a des enfants qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs, il y a des enfants au bout du monde qui peuvent faire leurs devoirs, ça peut sauver des vies. Oui, et là on a parlé de Côte d'Ivoire, on a parlé d'un petit village où ça se passe, mais il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas un accès permanent à l'électricité dans le monde entier. Il y a 700 000 millions à peu près en Afrique, mais il y a aussi en Asie et même en Amérique du Sud. Et donc ce petit projet d'un petit entrepreneur ivoirien, il peut avoir une portée complètement mondiale et aider énormément d'enfants un peu partout dans le monde. Ça part d'un sac. Moi j'aime bien l'offrir à Kadiatou. Ben oui. Forcément. Quelle bonne idée. Comme Samba, le traducteur est parti, je ne sais pas si elle a encore compris à quoi ça servait. Non, mais c'est pour ça on le fera tout à l'heure. Ah, mais tu l'as montré, parce que Clara, le problème de Clara, c'est qu'il n'y a pas assez de soleil pour pouvoir éclairer son portable. Ça fait pas lecteur MP3. Et puis elle va se dire non mais elle pourra charger son lecteur MP3 à l'intérieur. Elle se dit c'est bien le soleil, comme ça quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone portable, je pourrai le recharger. Merci. Ce qui est d'autant plus notable, c'est que l'Afrique commence à vraiment utiliser le solaire et ça va être une source de richesse. Et quand les solutions viennent de là-bas, c'est formidable aussi. C'est-à-dire que du coup, il y a de la créativité. L'idée, c'est de créer des emplois, de faire en sorte que ces sacs, au départ, il est importé le sac de Chine, où je ne vais pas raconter d'histoire, mais l'idée, c'est qu'on puisse les faire en local, développer une industrie locale, créer de l'emploi, et donc créer tout un écosystème autour de ça. On aide les enfants, on fait de l'emploi, et on arrive à changer le monde. Nous, on aime bien quand on aime bien. Et puis c'est inspirant pour d'autres utilités. Au fond, il y a les cartables pour les enfants, la lumière, mais parce que j'avais pas réalisé 5 heures d'autonomie, ce petit cartable. Ça en est à quel stade aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ONG, par exemple, qui distribuent ce cartable? Alors, ils sont soutenus par l'UNESCO et le groupe Magic System, qui est quand même un fabricant de tubes notoire en Côte d'Ivoire et aussi en France, qui finance le premier lot de lancement. Mais ils ont encore besoin aujourd'hui d'une ONG un peu plus importante pour lancer vraiment l'industrialisation. Pour le moment, c'est du bricolage. Il assemble ça, il importe des sacs de Chine et il fait le montage un peu tout seul. Mais l'idée, c'est vraiment de développer une industrie locale, c'est de vraiment créer des emplois, faire en sorte que les sacs soient assemblés, soient fabriqués directement local, et surtout qu'après ça puisse être diffusé dans d'autres pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, mais dans d'autres continents, en Asie, en Amérique également. Et pour ça, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'industriels. Donc si on peut lancer un appel peut-être, Frédéric, si jamais vous êtes un industriel français et que vous avez des panneaux solaires, par exemple, si vous faites des petites lampes LED, si vous faites des sacs, tout ça, ça peut l'aider. Et donc n'hésitez pas à contacter l'émission 1001 vies. On vous mettra en contact avec Évariste, qui est le créateur de ce sac formidable. Fantastique, on apprend des trucs. Merci à vous d'avoir témoigné, d'avoir raconté votre histoire, d'avoir tenté de donner envie à d'autres familles d'apporter leur contribution pour un monde meilleur. C'est votre formule que j'aime beaucoup. Et donc, vous l'avez raconté avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité. C'était formidable. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Merci. Merci Clara. Merci les camarades. Et merci pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, jeudi vous serez étonné par le témoignage exceptionnel de Julie François. À 28 ans, la vie de cette jeune femme s'est effacée du jour au lendemain. Suite à un malaise, elle se réveille à l'hôpital et ne reconnaît plus personne, pas même sa fille de 10 ans. Un choc pour elle, mais aussi pour ses proches. Dès lors, elle va devoir apprendre à retrouver le fil de sa vie. Une plongée fascinante dans la mémoire souvent mystérieuse
qu'elle partagera avec nous. Ce jour-là, j'ai fait un malaise au travail. Ce dont je me souviens, c'est qu'on me demandait tout le temps mon prénom et mon nom. Comment vous vous appelez? Je savais pas quoi dire, donc j'ai peur parce que je comprends pas ce qui se passe. Je rentre dans la chambre, je dis bonjour Julie, bonjour madame. On se dit c'est pas possible, sa mère elle va la reconnaître, il y a pas de raison. Mais non, elle me reconnaît pas. Et j'ai vu une petite fille courir en disant maman, maman. Et alors là, je savais pas quoi faire. Le lendemain, je vois le neurologue et je lui dis il faut que j'aille mieux parce que j'ai un enfant.